want Philly? Yeah, let's do it. Over the middle and into the end zone. Zach Ertz for the touchdown. The Philadelphia Eagles are Super Bowl champions. Eagles fans everywhere. This is for you. Et bonjour à tous, bienvenue pour l'épisode 114 du Fly Podcast Fly. Très heureux de vous retrouver. La saison a commencé hier ou avant-hier, je ne sais plus, ou avant-hier, enfin le 23, 24, 25 juillet. Ce sont les premiers jours d'entraînement. Et évidemment, c'est l'heure de faire la rentrée pour nous également. Alors, pour faire cette rentrée, on va vous parler du camp, on va vous parler du calendrier, parce qu'on n'en a pas encore forcément beaucoup parlé. Pour m'accompagner, comme toujours, j'ai avec moi Loïc. Salut Loïc. Salut Victor. Et alors, nous n'avons pas Grégory parce que autant Loïc et moi, nous travaillons parce que nous sommes des Français qui, évidemment, souffront de la situation économique du pays, tandis que Grégory s'est pris 8 mois de vacances. Bon, bah, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. C'est l'argent du podcast, hein, il en fait ce qu'il veut. Et évidemment, pour le remplacer, vous commencez à être habitués. C'est François Eagles CFR qui est avec nous. Salut François. Salut, et moi aussi, je suis sur le bord pour travailler, redresser notre économie et payer les vacances de Greg. Exactement. Bon, on ne dira pas que moi je pars en vacances vendredi, donc vous ne m'entendrez pas les 2 prochaines semaines, mais c'est pas grave. Messieurs, donc on a pas mal de choses à discuter. On va peut-être commencer par le camp, parce que c'est évidemment l'actualité du moment. L'attaque a dominé durant ces 2 premiers jours, même si évidemment ça reste, on prend des pincettes, puisque on le rappelle en fait. Si vous voulez, le camp, parfois ça veut dire quelque chose, parfois ça veut rien dire. J'espère que je vous ai beaucoup aidé là-dessus. Par exemple, dans la saison 2020, au niveau du camp, tout le monde disait attention, Carson Wentz c'est catastrophique. Il a été catastrophique durant la saison. Par contre, pendant 2 saisons d'affilée, on nous a dit J.J. Arcega-Whiteside est le meilleur receveur de la ligue. Ça, c'est pas forcément concrétisé. Donc, le meilleur receveur de la ligue pendant les camps. Exactement. Comme Kevin Kolb. Voilà. 2 fois pré-saison MVP. Kevin, on t'oublie pas, à jamais dans nos cœurs. Je vais commencer par toi, Loïc. Tout simplement, question ouverte. Quel est pour toi le poste que tu regardes avec le plus d'attention dans ce camp? Peut-être ligne offensive, peut-être les défensive backs. Qu'est-ce qui aujourd'hui attire le plus ton attention? Là où tu vas regarder qui a pris les first team reps, donc les jeux avec l'équipe première, avec l'équipe seconde, etc. Ah, cornerback, je pense. Cornerback. Ouais, cornerback, outside et slot. Je trouve que c'est la situation la plus intéressante parce qu'on sait que Slay va starter d'un côté. Et après, bah, le reste, faut que ça soit décidé pendant le camp au final. Donc, ça va être intéressant à suivre. Oui, on rappelle quand même, je donne juste quelques noms comme ça, les gens ne sont pas perdus. Donc, on a re-signé Avonte Maddox dans le slot, qui devait être en compétition avec Cooper DeJean. On a appris que Cooper DeJean est blessé pour 3 semaines. Donc, il va louper une grosse partie du camp. Il va louper les 2 premiers matchs de pré-saison et il serait quand même, surtout que les Eagles sont toujours frileux avec les rookies, là, ce serait une énorme surprise qu'il débute dans le slot sans avoir fait le camp et sans avoir fait les 2 premiers matchs, même si pour moi, il était favori avant blessure. Et au niveau du cornerback extérieur, aujourd'hui, ça peut surprendre, mais encore une fois, on est au début du camp. En équipe première, on voit une alternance entre Kelly Ringo, que vous avez vu l'année dernière, Isaiah Rodgers, ancien Colts, qui était suspendu toute l'année dernière pour Paris, je crois, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et seulement, entre guillemets, en 3e option, donc en 4e cornerback pour l'instant, Quinion Mitchell. Mais qui prend des reps dans le slot aussi. Exactement, qui prend des reps dans le slot aussi. François, de ce que tu vois aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas typiquement dans le Eagles mood, c'est-à-dire DeJean et Mitchell vont commencer sur le banc alors que c'est des premiers et 2e tours, et on va se dire pourquoi on les voit pas, c'est nos nouveaux joujoux, et on va finalement revenir avec une bonne vieille recette à la Maddox, Slay et éventuellement Ringo. Ringo, Rodgers, parce que Rodgers, il a aussi fait vraiment des bonnes spring practice.
Et du coup, ça pourrait être la bonne surprise, le nom sorti du chapeau. On l'avait un peu oublié, puis même en début de saison, on ne savait pas ce qu'il donnerait. Et puis, il ne faut pas oublier que Ringo et Rogers, les deux, ils ont quand même. Enfin voilà, ils ont des arguments à défendre. Donc clairement, la place ne sera pas donnée à Mitchell. Moi, je pense, mon feeling, c'est que Mitchell va pas commencer la saison, mais je serais étonné que d'ici la fin de saison, il ne soit pas titulaire. Par contre, je ne le vois pas starter en week 1. Surtout, alors on va suivre le camp, hein, et c'est moi aussi, comme Loïc, je suis très intéressé par ces positions, mais notamment parce que ça va beaucoup dépendre aussi du niveau de jeu affiché par Ringo et Rogers. Et autant, j'allais dire, autant que Mitchell doivent monter son niveau de jeu pour être présent. Moi, ça ne me choque pas. J'allais dire, mieux vaut avoir ce genre de problème. Ce que je veux pas, et je pense que c'est pas le profil avec Ringo et Rogers, c'est qu'on veut pas faire jouer Mitchell parce qu'on a un vétéran qui est là et qu'il est là et que ça va bien. Et de toute façon, je pense que Ringo et Rogers, c'est pas le niveau. Donc, ouais, j'ai pas trop d'appréhension que ce soit, j'allais dire, une classique Eagles. Par contre, je pense que Mitchell startera pas week 1 s'il ne montre pas en camp qu'il mérite vraiment de starter week 1. Ringo et Rogers, c'est pas non plus des grands anciens, donc ils ont aussi le droit de le mériter, quoi. Ouais, Ringo et Mitchell, c'est quand même pour moi des extérieurs purs, donc je serais quand même étonné qu'ils jouent dans le slot. Rogers, ça peut. Mais du coup, on a parlé de Ringo, on a parlé de Rogers, on a parlé de Slay, on a parlé de Mitchell. Non, mais on s'en fout de lui. On s'en fout de lui, il existe Non, plus. je suis désolé. On a quand même un cornerback qui est dans notre top 10 ou top 5 des plus gros salaires, qui s'appelle James Bradbury, qui a été excellent il y a 2 ans et catastrophique l'année dernière. À un moment, est-ce que ça veut dire que là, c'est fini pour lui? Est-ce qu'on l'a vu prendre des reps au niveau de safety, etc. Est-ce que finalement, ça peut pas être lui la surprise au poste de slot cornerback? Non, parce que j'ai l'impression qu'il s'entraîne qu'au poste de safety, donc j'ai l'impression que pour eux, c'est plus un cornerback en fait. Donc ils essayent de voir s'ils en tirent quelque chose dans le safety, et puis sinon, il sera coupé à la fin du camp. Ou alors un trade tout pourri, joueur contre joueur en milieu de camp ou fin de camp. Pour moi, il fait plus pas. Pour moi, il n'existe plus en fait comme cornerback à l'heure actuelle dans cet Ouais, effectif. je suis d'accord avec Loïc, hein. Moi, je pense que comme on manque de profondeur en safety, s'il doit faire les 53, moi, je pense que s'il fait les 53, c'est parce que pour des raisons, j'allais dire, d'optimisation de cap, pas d'offre de trade, et je crois pas qu'on aura d'offre de trade, mais qu'au final, en gros, on manque de profondeur en safety et vaut mieux l'avoir que ne pas l'avoir. Mais s'il trouve sa place dans les 53, c'est pas en cornerback, et les spring practice ou le début du camp semblent quand même clairement montrer ça. Moi, quand j'ai commencé à faire les 53, j'exclus pas qu'il soit dans le roster en safety. Moi, je suis persuadé que s'il n'est pas échangé, il est dans le roster. Parce que safety, c'est une position intéressante. On a nos 2 titulaires, CJ Gardner-Johnson et Reed Blankenship. Le truc, c'est que le safety remplaçant numéro 1, c'est Sidney Brown. Il n'est pas encore sur le terrain. Il est toujours dans la pupe, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Et il sort d'une grosse blessure. Pardon. Notre safety numéro 4, c'est Cooper DeJean. Il est blessé, il ne fait pas le camp. Il y a un moment, je suis désolé, mais on n'a pas de remplaçant aujourd'hui au poste safety. Si, c'est Maddox. Oui, d'accord, mais si tu mets Maddox, ça veut dire qu'il faut mettre quelqu'un dans le slot. Donc, c'est pour ça que moi, je pense qu'il est plus que probable, parce qu'il faut quand même quelqu'un qui accepte de prendre salaire, sauf si on trade en gardant les 3 quarts de son salaire. Mais honnêtement, moi, je pense qu'on a besoin de profondeur au poste de safety. Mais de quel salaire tu parles? Parce qu'il a 1 million de salaire en fait, donc Bah, non, sur son compte. Ah, parce que le reste, c'est du. oui, de toute Le façon, reste, c'est du perdu, quoi qu'il arrive. Ouais, ok. en fait, On l'a déjà payé. Ouais, déjà payé. Donc en fait, non, c'est juste, est-ce qu'il peut apporter quelque chose sportivement, oui ou non? Sinon, Mais vraiment, moi, je suis dégoûté pour Cooper DeJean parce que je pense qu'il y avait une opportunité énorme dans ce camp d'apprendre 2 positions et d'être influent et en safety et en slot cornerback. Et ça va ralentir sa progression à mort.
Et je dois avouer que je suis vraiment dégoûté. Tout le monde sait que c'est mon chouchou, mais même en dehors de ça, quand tu as un deuxième tour, qui était vu comme un premier tour par beaucoup de monde, tu as envie que son premier camp se passe parfaitement. Tu n'as pas envie que ça s'arrête tout de suite avec une blessure. Bon. Et puis Bah, on l'a vu dans les camps précédents. En général, quand tu te blesses, surtout musculairement au début de camp, même si tu reviens, comme ils disent, au bout de 3 semaines, après le temps d'être à 100%, de plus avoir de douleur, de pas trop blesser, on sait très bien qu'il sera jamais prêt avant, je sais pas, 5, 6, 7 semaines. Ah On bah, l'avait il vu. sera pas à 100% au début de la saison. Bah oui, Ça, c'est sûr. on l'avait vu, je crois, une année avec Hargrave. Il lui avait fallu ouais. des semaines et des semaines après être revenu à l'entraînement pour être Bah, en si vous forme. avez eu la chance, comme moi, d'avoir le genou immobilisé pendant plusieurs semaines et la jambe totalement atrophiée, même si, bon, à leur niveau, voilà, il y a un suivi kiné et tout qui font qu'il ne sera pas totalement atrophié, il ne faut pas déconner. Mais malgré tout, retrouver la force musculaire, ça prend du temps. C'est clair, surtout avec des gaillards comme ça. Hein, on parle de joueurs qui sont quand même lourds pour l'organisme. Musclé, hein, lourd de muscles, mais malgré tout, ça reste très demandant pour l'organisme, donc ça risque en effet d'être un peu long. Moi, pour ma part, ce qui m'intéresse le plus, c'est la ligne offensive. Et j'ai été très étonné au détour d'une discussion Twitter, et je vais en discuter avec Loïc, parce que j'ai dit, à la base, on a des certitudes sur 4 postes, c'est-à-dire tackle droit, Lane Johnson, tackle gauche, Malaita, garde gauche, Dickerson. Jusque-là, je pense qu'on est tous d'accord sur ces 3 Oui. postes-là. Et moi, j'ai dit, on a des certitudes au poste de centre avec Cam Jurgens. Et Loïc a répondu, on a une certitude au poste de centre, point d'interrogation. Donc, je vais défendre mon steak et après, tu vas me dire ce que tu en penses, Loïc. C'est moi, j'arbitre. Cam Jurgens, c'est un centre de formation. C'est son métier. Et d'ailleurs, au début du camp, tout le monde a dit, on sent qu'il est beaucoup plus à l'aise. C'était un undersize guard, c'est-à-dire un joueur trop léger, théoriquement, pour être garde. C'est un centre. C'est son métier. C'est ce qu'il a appris pendant des années. C'est là où il est le plus à l'aise. Et malgré tout, l'année dernière, il a été un bon garde. Je ne dis pas qu'il a été un très bon garde, je ne dis pas qu'il a été All-Pro, etc. Mais pour une première saison sur le terrain, c'était plus que correct. À partir du moment où tu as eu 1 an d'expérience sur le terrain en NFL, que tu retrouves ta meilleure position, alors bien sûr, ce ne sera pas Kelsey. OK, on est tous d'accord là-dessus. On ne va pas comparer un futur Hall of Famer. Mais pour moi, c'est une certitude qu'il va être bon au poste de centre, qu'il va être meilleur que la moyenne en NFL. Toi, Loïc, tu n'es pas d'accord avec ça? En Bah, tout cas, t'attends de voir. il a jamais joué centre en NFL, donc tu sais Enfin, pas, la ça peut très. transition centre-garde, c'est quand même Mais pour moi, pas. mais en fait, pour moi déjà, ça n'a pas été un bon garde l'année dernière, donc à partir de là, il jouait entre 2 futurs Hall of Famer et moi je l'ai trouvé bof. Donc moi je veux bien que c'était un garde undersize et que c'est pas sa position, hein, pas de souci. Mais quand tu vois que Sua Opeta quand Sua Opeta a pris sa place, bah t'as pas vu de différence déjà. Oui, mais encore une fois, C'est je pense gênant. que Et c'est encore pas une du fois, tout sa il a position. jamais joué centre en NFL. Parce qu'il y a une chose à définir, c'est qui va se charger de la protection maintenant que Kelsey est pas là. On sait très bien que les systèmes de jeu qui étaient mis en place par Statland étaient basés sur le fait qu'il y avait Kelsey. Donc moi, je pense que de toute façon, ce ne sera pas les mêmes systèmes de jeu pour la ligne offensive qui vont faire des trucs plus simples qu'avant. Euh, c'est pas juste changer de position, il va devoir prendre en charge la protection et tout. Ok, il a vu la vitesse NFL en jouant en garde, mais quand tu es centre et que tu dois appeler, regarder tout ce qui se passe au niveau des linebackers, des safety, des tackles, machin, moi j'attends de voir. Je vois pas comment on peut être sûr qu'il va être bon en fait, hein, vu qu'il a joué aucun match à ce poste-là en NFL. François, arbitrage. Je suis plutôt, en nuançant un point, mais je suis plutôt Team Victor parce que, encore une fois, on l'a vu en garde et là, je suis plutôt quand même côté Victor. Oui, il n'a pas été All-Pro, mais il a quand même fait le taf. Et à chaque fois qu'on l'avait vu sur des entraînements, alors oui, c'est des entraînements, mais à chaque fois on l'a vu, et là, les premiers retours de training camp sur ce qu'il fait en centre sont excellents. Il est super athlétique, ce qui va permettre de continuer justement le système de jeu qu'on utilisait avec Kelsey, où on a un centre complètement unique qui pouvait bouger, on va garder ça.
Après, oui, tu as toujours une question, mais j'allais presque dire, tu as la même question pour les joueurs qui étaient bons et ce qui vont l'être encore l'année d'après. Hein. Enfin, on l'a vu avec un certain cornerback dont on vient de parler. Bradbury, il avait été excellent, il ne l'était plus. On peut le faire sur la moitié du roster. Honnêtement, en plus sur un poste comme celui de centre, en étant quand même globalement bien encadré, voilà, oui, ça ne sera pas Kelce. Enfin, ce serait notre plus grand choc que ce le soit. Je pense qu'on n'a pas besoin que ce soit Kelce. Et oui, il va apprendre, mais moi, ce que j'aimerais bien et ce que je pense qu'il peut être, c'est le Kelce de début de carrière qui était un très bon centre. Et ça, ce serait déjà top. Je serais vraiment choqué qu'il passe au travers de sa saison. Moi, je vais peut-être choquer des gens, mais je pense pas tant que ça. J'ai pas. On a donc parlé de ces 4 postes. Bon, le 5e poste, ça sera probablement Tyler Steen. On voit aussi que Mekhi Becton prend des reps au poste de garde, mais plutôt du côté gauche, donc en backup de Dickerson. Moi, ma plus grande crainte, et ça fait déjà 2 ans que c'est ma crainte, c'est Lane Johnson. C'est Lane Johnson parce que je trouve qu'il est chaque saison toujours au niveau, mais au bord du gouffre notamment physiquement. Parce qu'en gros, à chaque fin de saison, on nous explique qu'il a été blessé toute la saison et que c'est assez compliqué pour lui. Et malgré tout, il a un âge certain, voire un certain âge. Et on n'a pas de remplaçant, globalement, au poste de tackle droit. Donc, moi, ce qui me fait le plus peur, ce serait un éventuel déclin qui serait naturel. Hein. Mais de Lane Johnson, je pense que ça peut être ça le plus gros impact sur notre ligne offensive. Est-ce qu'il y a un de vous deux qui veut réagir là-dessus? Bah après, je dirais que son remplaçant, s'il se blesse pendant un match, et ça va sans doute arriver, c'est Becton. Hein. Oui, mais est-ce que Becton est remplaçant sur une saison? Bon. Sur une saison, non. Sur quelques matchs, pourquoi pas. Mais oui, clairement, si Becton, enfin, on le voit bien à Becton. Premier joueur qui a vomi parce qu'il en pouvait plus, c'était Becton, quoi. On sait qu'il a toujours eu des problèmes de Et puis lui aussi, il est condition. fragile. Hein. Ouais, lui aussi, mais en même temps, tu as vu le gabarit, là. Enfin, des fois, tu te demandes comment les corps de ces gars-là, ils tiennent. C'est des Bah, mammouths. réponse, ils tiennent pas. Ouais, ils tiennent. Ouais. C'est justement ça le problème. Mais après, de toute façon, c'est un problème qui est à travers toute la ligue. Hein. Si tu perds un starter sur la ligne offensive, en général, ton remplaçant, il est pas au niveau. Mais c'est sûr que Lane, il est plus proche de la fin qu'autre chose. Ouais. Ça va bien arriver Ouais, à mais un c'est moment. un bon commentaire. Hein. On était après, j'allais dire, c'est un des derniers anciens de notre belle génération, de celle qui est repartie avec le Super Bowl. Hein. Et puis clairement, on le savait avant la saison, Becton, honnêtement, pour l'instant, il est plutôt une bonne surprise de ce que je lis. Bon, c'est bien trop tôt pour voir jusqu'où ça va. Et c'est sûr que quel que soit le remplaçant, derrière Lane, ce ne sera pas Lane. Et ouais, c'est un truc qui pourrait faire très mal. Surtout qu'on ne sait pas encore ce que vaut Becton et qu'à côté de Becton, on n'a rien en swing tackle. Donc ça pourrait nous faire mal. Mais ce qu'on dit pour Lane Johnson, on n'en a pas parlé mais ça vaut aussi pour Darius Slay. Darius Slay est plus proche de la fin qu'autre chose. On sait que même si les blessures sont moins importantes, qu'il se blesse de plus en plus aussi, musculairement en tout cas, ou le dos. Donc de toute façon, on le sait très bien, les joueurs, que dès qu'ils approchent 32, 33, 34 ans, et le fait qu'ils soient titulaires, tu sais que tu as toujours un point d'interrogation en chaque début de saison, quoi. Ouais, d'ailleurs, tu dis c'est un des derniers de 2017. Je suis en train de me dire dans ma tête, il y a quoi? Il y a lui, il y a Graham, il y a Elliott, il y a Lovato. Ouais. Je me demande si c'est pas tout. Je pense que c'est tout. Je pense aussi. Donc très probablement non, Goddard. Ah non, Goddard on le draft après. Non. Très probablement, à mon avis, le dernier de 2017, ça sera Jack Elliott. C'est plus probable. Lui ou Lovato. J'allais dire hors special team, c'est possible que ce soit la dernière saison avec. Bah déjà, c'est la dernière saison de Graham. Bah voilà. Et donc toute la question, c'est de savoir si c'est la dernière saison de Lane. Hein. Ouais, je suis assez d'accord avec ça.
Je pense que ça va être Ça va la être vraie discussion. un bon sujet de la saison, quoi qu'il en soit. C'est-à-dire qu'il y aura, est-ce que Lane fait toute la saison, ce qui déjà est rarement le cas. Est-ce que Lane est toujours au niveau de Lane et est-ce que Lane va vouloir continuer une année de plus? Je pense qu'on a trois Ouais, et questions pour qui le vont moment, ça va être un fil rouge de notre saison, ce sujet-là. il avait dit qu'il voulait jouer encore 2 ou 3 ans. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'il pourrait ne pas le vouloir. Après, c'est évident que ça va dépendre de la saison, et notamment physiquement pour lui. Mais bon, tu sais très bien que, comme c'était le cas là en mars, chaque intersaison, ça va être s'il s'en va, tackle droit à la free agency ou à la draft ou encore et encore et encore. Bah oui. Ce qui est normal. Sauf Et- si Becton, bonne surprise. Ouais, j'y crois pas. Là, ce serait vraiment Stoughton qui ressuscite Becton. Bon, en même temps, Becton, je détestais avant même sa draft, hein, si vous écoutez des podcasts de l'époque. Donc, je vais pas me désister maintenant, mais ouais, bon, à voir. Je pense que là-dessus, on a à peu près fait le tour. Est-ce qu'il y a d'autres postes que vous regardez? Moi, il y a oui. un poste où je suis... Moi, il y a un poste que je regarde beaucoup. Alors, Est-ce que je- potentiellement, il fait très peur? alors, je vais me garder celui-là pour la fin. Bon, Tu parles du poste préféré de Will Roseman, je pense. exactement. Celui où on a D'accord. investi fort là. Voilà. Alors, moi, je vais faire juste une petite parenthèse d'1 minute. Ce qui Alors. m'étonne, c'est que j'entends absolument pas parler dans les camps des Edge. De qu'est-ce qui se passe au niveau des Edge. J'ai pas entendu une seule fois le nom de Nolan Smith. J'ai entendu à peine une fois le nom de Bryce Huff. Bon, alors, heureusement qu'on s'est séparé de Reddick, hein, parce qu'il est en train de foutre la merde à New York. Lui, du coup, on en entend parler. Lui, on entend bien parler. Ouais. Dans un sens, tu vois, parfois, c'est bien. Mais du coup... On y reviendra là-dessus après, d'ailleurs. Hein. Ouais, si tu veux, mais moi, je suis étonné d'absolument pas entendre parler des rotations de Edge, ni en bien ni en mal d'ailleurs, mais comme si ce poste n'était pas une discussion, alors que honnêtement, aujourd'hui, c'est une discussion énorme, quoi. François. Ouais, tu as tout à fait raison. Je suis pareil, je suis comme toi. Et au final, je réalise quand tu le dis que du coup, je l'avais pas dans mes notes parce que si, tu vois, je synthétise parfois ce que je dis. J'avais un truc de notes, ça parlait de Terrell Lewis. Voilà. Qu'on a fait venir, je sais même plus quand. Et qui pourrait, qui est typiquement le joueur qui pourrait finir en practice squad ou être une surprise en bout de 53. Et c'est le seul commentaire parce qu'il avait fait une bonne action. Parfois, dans les premiers jours de camp, j'aime bien dire pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Mais on va dire pas de nouvelles. Et on va attendre un peu plus le camp. Mais c'est sûr que, enfin voilà, on a pas mal d'inconnus. En tout cas, moi, je voudrais surtout voir Huff, quoi. Parce que la performance, enfin, ça va beaucoup dépendre de lui, du coup. Ouais, j'aimerais beaucoup voir Nolan Smith aussi, personnellement, mais oui, je suis d'accord avec toi. Loïc, est-ce que tu as un truc à rajouter ou est-ce qu'on passe tout de suite sur la grosse problématique? Non, mais après, moi, je lisais une stat hier où 2 defensive tackles des Dolphins, leurs 4 ou 5 premières saisons, ils avaient combiné pour, je sais pas, 10 sacs chacun. Et en une saison sous Fangio, ils avaient tous les deux obtenu au moins 10 sacs. Donc, je pense que en ce qui concerne la pression et les sacs, va falloir surtout compter sur l'intérieur de la ligne, notamment Carter et Davis. Auquel cas, c'est plutôt prometteur. Donc là-dessus, on fait confiance à Fangio qui est pas parfait, contrairement à ce que certaines personnes veulent nous vendre, mais qui, par contre, c'est vrai, au niveau du pass rush, en général, trouve des solutions. C'est pas parfait, mais on va dire qu'il y a quand même une possibilité d'amélioration globale par rapport à ce qu'on a eu en 2023. Je pense que Oui, non mais ça, on peut s'accorder là-dessus. ça, je pense qu'on est tous d'accord. Donc ça, c'est parfait. Donc dernier poste, je ne sais pas quoi en dire. On aurait pu parler du receveur numéro 3, mais c'est pas le truc qui me passionne le plus dans une bataille de camp. Ouais, je suis d'accord. Surtout quand tu as un running back receveur et que tu as quand même un tight end solide
pour moi, le receveur numéro 3 est un peu moins important. Surtout peut-être qu'un que des commentaires de début de camp, ça on peut en parler, c'est que Barclay est beaucoup utilisé comme receveur et que les commentaires sur les 2 premiers jours, c'est que c'était peut-être celui qui avait fait le plus de réceptions, receveur et running back cumulés. On pouvait s'y attendre, mais on a un système de jeu qui pourrait beaucoup l'utiliser aussi là-dessus, ce qui serait quand même assez sympa entre les options de Hurts et son profil receveur. Moi, je commence à être de plus en plus chaud sur la saison de Barclay. Hein. Ouais, et puis, puisque tu lances sur l'attaque, on lit aussi de plus en plus de notamment Smith et Goddard qui sont beaucoup plus en mouvement sur les plays. Ouais. Il y a des Donc, mouvements pré-snap tout voilà. le temps. Enfin, ça va nous changer. On va être un peu Donc perdu. ça, c'est quand même. Enfin, Goddard, quand il fait du yard after catch, c'est quand même un monstre. Smith, j'en parle même pas. Et le fait qu'ils soient tous en mouvement, en fait, si le défenseur, il n'est pas discipliné, ça fait des espaces énormes pour Hurts. Donc, Mais de toute façon, d'accord avec on vient de parler de Fangio. Enfin, pour moi, hein, une clé de la pré-saison et de la saison, c'est nos 2 coordinateurs. Hein. Et là, clairement, on voit que Moore, il est en train d'installer son système. On voit que Fangio, il est en train d'installer son système. On l'a déjà dit, on sait que les Eagles sont un effectif excellent. On peut toujours... on est là pour parler des trous et ce qui nous inquiète, mais on a quand même une bonne profondeur. Si l'année dernière, ce qui a manqué, c'était ça, hein. C'était les appels, la coordination, le schéma et faire jouer les joueurs ensemble. Si Moore et Fangio font le taf, ça va être beau. Le seul risque, c'est les premières semaines. On va y revenir, hein, mais parce qu'il y a oui, il faudra du temps. Ouais. Ouais, on après, va espérer le moins possible. Et on parlera du calendrier qui peut nous avantager là-dedans. Ouais, je trouve que les mouvements, ça n'a jamais été dans l'ADN de Sirianni, puisque on peut dire tout est de la faute du coordinateur, mais bon, Sirianni était quand même là. Ça n'a jamais fait partie de son ADN. Le fait qu'on en fasse beaucoup dans les camps, ça montre aussi la liberté d'action du nouveau coordinateur, et ça, je trouve ça intéressant. Parce que ça montre que j'en entendais parler, je ne sais plus dans lequel des podcasts, ça doit être dans le Philly podcast, enfin PHLY podcast, qui était l'ancien Birdwitch Friend, sauf qu'ils sont partis de The Athletic. Je crois que c'était ça, il disait en gros, Sirianni a plus un côté CEO, donc un côté grand chef manager, mais il laisse ses équipes beaucoup plus travailler. Et c'est là où il avait excellé en 2022. Oui, 2022. De toute façon, ça se passait beaucoup mieux quand il faisait ça, notamment à l'époque de Reich. Je peux faire un mauvais commentaire, c'est du coup, il est un peu notre Jason Garrett, quoi. Il va faire clac-clap en terrain. Sauf que Jason Garrett, il décidait pas derrière des choses. Ouais, non, il avait pas de couilles Garrett en plus. Donc, lui, il va être un peu plus décisionnaire à mon avis. Il a des couilles. Mais ouais, parfois un peu trop. Parfois, il ferait mieux de fermer sa gueule aussi. Il a encore fait 2. Je pense ça. Moi, allez, pour finir sur le coaching, je pense que c'est ça va être l'autre clé pour Sirianni, hein. De savoir s'il va apprendre aussi de son comportement de saison. Il avait dit qu'il devait revoir ça et si son positionnement là où il reprend de la hauteur va lui permettre de. En fait, il est devenu une caricature de lui-même durant la saison. Ouais. Et du coup, je pense que ça a participé à la déstabilisation d'effectifs. Ça n'a pas tout fait, évidemment, mais ça a participé à ça. Et du coup, ouais, quand il a commencé à faire une interview, les Giants sont vénères parce qu'on leur a piqué leurs meilleurs joueurs, machin et tout. Là, moi, je crois que je l'ai même tweeté, j'ai dit ta gueule, quoi. Enfin, il y a un moment, parle du terrain. Arrête. Moi, je trouve que l'année dernière, il était très nerveux, très fatigué, très. Là, je suis d'accord avec ça aussi. Donc, je pense faut pas sous-estimer aussi le fait qu'ils aient changé de coordinateur après tout le monde, que tu t'es retrouvé un peu avec des. Ouais, la meilleure saison de Jainer, c'est la meilleure saison de Jainer, c'est la seule saison de sa carrière où il a eu le même coordinateur 2 années de suite. Ouais. Donc ça, c'est sûr que ça fait partie des choses. Bon, allez, ta position préférée, vas-y. Allez, parlons de cette catastrophe. Linebacker, moi c'est ce que je voulais, cœur. Linebacker, donc Howie Roseman en a rien à foutre depuis 10 ans et apparemment ça continue.
puisque on va donc commencer avec l'homme qui est alors si vous devez le commander au restaurant, il sera très cuit. C'est Devin White. Bon, alors encore une fois, si on retrouve le Devin White super blitzer machin, formidable, génial, super. Mais enfin, en attendant, je suis pas sûr que ça soit particulièrement le joueur dont on a besoin aujourd'hui. Bon, bref. Sorti de ça, on a donc Nakobedin, bon, ancien espoir déchu pour le moment en tout cas, qui ne prend même plus de first snap, puisque maintenant les first snaps sont pris par Zach Bone, un des chouchous de notre coach Vic Fangio. Et derrière, il y a Jeremiah Trotter Junior, évidemment, parce que si Jeremiah Trotter était regen comme dans un jeu vidéo, là je serais content. Mais malheureusement, Junior, c'est pas exactement le même, qui a déjà des crampes d'ailleurs. Honnêtement, on va encore se faire ouvrir toute la saison. Alors, t'as pas parlé de l'autre numéro 1 qui est Zach Bone. Hein. Si, je l'ai dit, le chouchou de Vic Fangio. En tout cas, mais c'est pour ça que je dis, c'est qu'en gros, on a un scénario auquel je crois pas trop. Être honnête, hein, mais on a un scénario pour l'instant où White et Bone ont l'air d'avoir fait des bons premiers jours. Je suis extrêmement sceptique, mais pour l'instant, c'est ça que ça donne. Voilà, on a Nakobedin où je sais plus quoi espérer. Et puis surtout, en fait, personne n'en parle, de Nakobedin. Si, sur le deuxième jour, il a été bien. Franchement, Dean, il ne faut rien espérer. Et puis, on ne sait jamais, peut-être qu'on va être agréablement surpris. Mais, ça reste quand même une énigme, hein, parce que c'était un monstre universitaire qui est tombé au 3e tour. On a dit il est blessé, il n'est pas blessé. Non, mais en fait, si, mais non, mais il ne va pas jouer de la saison, mais il joue quand et tout. Qui s'est quand même pété 2 fois le pied la saison dernière. Ça peut faire partie des what if éternels où son corps l'aura jamais laissé avoir la carrière qu'il aurait pu avoir. Hein. Moi, je vais rester intrigué j'allais dire que mon commentaire en termes de linebacker, c'est que j'ai peu d'espoir sur Nakobedin, mais je vais être intrigué. Par contre, en fait, c'est surtout que Jeremiah Trotter, on en avait parlé au moment de la draft. Hein. Il a quand même de grosses lacunes, certaines qui sont quand même assez problématiques pour un linebacker. Et du coup, on a 3 linebackers, dont un dont on dit qu'on peut rien espérer, Nakobedin. Donc c'est pour ça que moi j'ai envie d'espérer. Et en fait, si l'un des 3 fait un training camp mauvais, on est vraiment à poil. Donc c'est aussi là où je serais pas étonné de voir du mouvement, de voir sur la toute fin du camp des vétérans débarquer, voir avant s'il y a du mouvement, mais à mon avis, en tout cas 2e, 3e semaine de camp, je serais pas étonné qu'un linebacker arrive comme Howie l'a déjà fait les années d'avant. Mais du coup, je suis très intrigué parce que, allez, si on est optimiste et que tu as White, Bone et Dean qui font ne serait-ce qu'un peu, voilà. Bon, après, il y a Van Sumeren aussi, hein, qui a été prometteur, mais c'est pareil, qui était prometteur pour un free agent non drafté. Voilà, on va dire, moi, je suis très perplexe. Pour l'instant, le début de camp est bon, mais du coup, c'est la position, je trouve, où il y a le plus inconnu et le plus de risques. Et que du coup, on est habitué, on est malheureusement habitué. Et moi, ça m'intéresse beaucoup de voir ce que Vic Fangio peut faire à partir de ça. Et est-ce qu'il est capable de couvrir les lacunes ou est-ce qu'il est capable de faire quoi que ce soit avec ce qu'on lui a donné ou plutôt ce qu'on lui a pas donné. Moi, le jour où Cooper Dodin est de retour potentiel en safety, je ne serais pas étonné de voir souvent CJ Gardner-Johnson en linebacker comme on a pu faire avec Malcolm Jenkins. Oui, clairement. Mais en fait, linebacker, j'allais dire, c'est la position où c'est que des ifs. Il n'y a pas une seule certitude. Si lui, il est bon, si lui, machin. Mais en fait, tu sais très bien que statistiquement parlant, c'est quasi improbable. Si déjà, tu en as un qui fait une bonne saison, c'est déjà incroyable, quoi. On est d'accord. Donc, mais après, moi, comme dit François, après, tu sais pas, ce que tu peux espérer, c'est un trade, par exemple, dans une équipe qui a des bons linebackers vétérans, il y a un jeune qui perce, du coup, ils se disent que le vétéran qui a un salaire énorme,
on va laisser la place aux jeunes et on va l'envoyer ailleurs. Donc ça peut être Oui, une c'est solution. c'est vraiment le move auquel je crois. Hein. Mais, D'abord parce que parce que c'est un peu la tradition. Hein. parce qu'après, si Fangio il se rend compte après le camp, bah en fait, y a rien, ça va être impossible au niveau linebacker et qu'il entre dans le bureau de Howie, il fait bon maintenant tu me trouves un linebacker ou écoute, ça va être la merde. De toute façon, après on a plein de choix de draft en plus en 2025. Donc Ouais, mais bon. On écoute, va on quand même pas verra. récupérer la crème de la crème, quoi. Oui, mais du coup, oui, on sait très bien que c'est mal barré de toute façon. On sera pas une force. Ça, c'est sûr. C'est sûr que je les ai mentionnés déjà, mais Carter et Davis, ils vont avoir une pression énorme. Parce que du coup, il y a des interrogations sur Edge. Je parle même pas d'interrogation pour linebacker tellement c'est. Est-ce que Donc en Carter, fait, il va avoir la pression? Parce que il a été bon sur la première saison. C'est plus Jordan Davis. mais Donc on attend ils de vont, voir s'il continue sa progression. ils vont avoir la pression dans le sens où en fait, à eux deux plus Milton Williams, ils vont devoir quasiment compenser beaucoup de faiblesses autour d'eux en fait. Donc Oui. et surtout, est-ce qu'ils vont être en forme physique pour le faire sur toute la saison? On a bien vu que l'année dernière, les deux avaient des problèmes pour tenir le rythme. Donc, Non, ça mais va être une bonne j'entends. question. Mais... Donc on en est là avec une attaque avec quand même des certitudes à peu près partout. Je dis bien à peu près. Et une défense quand même où on a dit défensive tackle, ils vont avoir la pression. Edge, on attend de voir. Linebacker, c'est un what if. Defensive back, on sait pas trop. Ça fait beaucoup, hein, finalement. Ouais, après Edge, faut pas oublier qu'un Josh Sweat, même s'il a eu une mauvaise saison l'année dernière, était sur une pente ascendante avant et qu'il est en contractière. On sait très bien que les joueurs qui sont en contractière ont tendance à surperformer pour aller chercher un contrat. Donc, Ah non, mais Sweat, faut j'ai pas aucun oublier non doute. plus. Moi, c'est qui avec Sweat? C'est plus ça ma question. Oui, D'ailleurs, on l'a même pas évoqué dans les Edge parce que pour moi, bon, bah, voilà, c'est comme ça. Mais bon, bref. Mais on a beaucoup de questions sur la défense aussi, parce qu'on a une défense qui a implosé sur la fin de saison de l'année dernière. Et du coup, même le peu de certitudes qu'on avait, on ne les a plus. Donc, du coup, c'est pas étonnant que sur le camp, sur les positions, on se pose. Et puis, il y en avait besoin, mais il y a quand même un certain renouvellement de l'effectif qui, du coup, fait qu'on va se poser des questions. Je pense que d'ici 2-3 semaines, on commencera à y voir plus clair. Et la réalité, c'est que allez, il va falloir attendre les 3-4 premières semaines de la saison pour commencer à se faire un avis. Hein. C'est quand même rigolo à quel point, selon moi, la défense est affectée par le schéma beaucoup plus que par le talent. Et je pense que c'est inverse pour l'attaque. Parce que quand tu vois à quel point on voit tous les ans des défenses qui overperforment pendant un an et qui s'écroutent, tu as très, très, très peu de défenses qui font top 10 3 ans d'affilée, alors que tu as beaucoup, beaucoup d'attaques qui font top 10 3 ans d'affilée. C'est assez fascinant, je trouve. Mais bon, ça c'est un autre débat. Très bien, je pense qu'on a fait le tour sur le camp. Est-ce que vous Ouais. voyez autre chose Moi, j'avais un commentaire, comme on avait parlé quand même de Reddick, pour un élargissement au reste de la NFL. Et un petit mot qui fera plaisir à Loïc. On peut quand même apprécier d'avoir un GM en OI Roseman qui arrive à faire en sorte qu'on n'a quasiment jamais de hold-out et qui plus est des situations qui posent problème. Évidemment, les Cowboys, ils sont en train d'avoir un franchise quarterback qui sort que concrètement, c'est très probable qu'il finisse sa carrière ailleurs que chez les Cowboys. Il y a CeeDee Lamb qui est en conflit. Il y a Ayuk côté Niners. Et les Niners, ils disent « Ah bah oui, mais de toutes les façons, c'est normal d'avoir des hold-out chaque année. Nous, on n'en a jamais. » Ils ont Ayuk et ils ont Trent Williams. Hein. Et ils ont Trent Williams. Parce que moi je suis moins inquiet par le hold-out de Ayuk que par celui de Trent Williams, personnellement. Mais bon. C'est vrai. Et en Après, tout cas, enfin, moi, pour mon point, c'est on a, parce qu'on en parlait, on a quand même un effectif très riche. On a beaucoup de très bons joueurs. On en a fait venir et on arrive à les signer globalement au bon moment, globalement quand ils doivent être signés. Et là, on a eu
la flopée de nouvelles signatures cette année. Les joueurs sont contents et franchement, démarrer un training camp sans avoir à gérer ces sujets-là, je pense que pour l'état d'esprit du training camp, pour l'état d'esprit de l'équipe, c'est quand même un truc génial. Ouais, alors pour le coup, comment dirais-je? Moi, je mettrais aussi en avant le proprio, hein. Ouais, bien sûr. Non, Parce mais que bien c'est sûr. lui qui lâche le cash pour faire toutes ces prolongations. Et tu le vois de toute façon, même avant avec Banner et compagnie, hein. De toute façon, ça a toujours été une philosophie, hein. Parce qu'avant, pour ceux qui savent pas, avant 2011, pardon, et le nouveau CBA, tu pouvais prolonger tes rookies après 2 ans. Tu n'avais même pas besoin d'attendre. Et donc, le nombre de joueurs qui ont été prolongés après 2 ans à des prix discount, enfin, c'était incroyable. Non, mais ça, je suis d'accord, mais il y a aussi. Enfin, moi, je vais te dire, je ne suis pas très inquiet pour les Niners. Je pense qu'ils Ouais. Trent géreront leur Williams, il va avoir truc. son argent sans problème, hein. Ouais, et Vraiment pas de puis discussion. ils gèrent leur truc. Honnêtement, je ne suis pas très inquiet. Là où je suis beaucoup plus inquiet, c'est en effet sur les Cowboys. Et en fait, on l'a vu quand on a prolongé Devonta Smith, on a prolongé avant Justin Jefferson, Chase et tout, en se disant une fois que eux auront signé, le marché sera détruit. Et nous, il faut qu'on arrive à y signer avant que le marché soit détruit. Et eux, bah, au contraire, ils attendent pour CeeDee Lamb. Et hier, on dit oui, mais le problème, c'est que maintenant, CeeDee Lamb et Micah Parsons veulent être les 2 joueurs les mieux payés non quarterback de la ligue. Ils ne pourront pas signer les 2 à 35 millions, en fait. D'autant plus qu'ils doivent signer un quarterback. Non, mais Donc, voilà, c'est ça. En fait, ils en ont 3, ils vont devoir peut-être en choisir 2. Ou alors Et, éclater un plein ou d'autres deux. joueurs, hein. et vu comment ils Non, gèrent, ils tu vont peux 2, hein. peut-être se retrouver. Oui, mais tu peux. Mais vu comment ils sont en train de gérer, ils vont peut-être se retrouver avec un. Hein. Et quand tu vois que comment Jerry Jones se compare à des grands stratèges en disant non, mais avec CeeDee Lamb, il a dit je suis comme Patrick Mahomes dans une read option, j'évalue les options. Mec, tu es juste en train de perdre à cause de ton contrat à con. Et je suis désolé, mais Jerry Jones, il a gagné les titres parce qu'il avait l'équipe qui avait été construite avant lui quand il a racheté les Cowboys. C'est pas pour rien que depuis 30 ans, ils n'ont pas fait une finale de conférence. C'est parce qu'ils sont nuls. Et en management, je veux dire. Et la seule chose qui est sauve, c'est qu'ils draftent extrêmement bien. Mais en termes de contrat de management, ils sont nuls. Et là, ils sont sur le point de perdre, à mon avis. S'il y en a un qui va être sacrifié, c'est CeeDee Lamb. Et ils sont sur le point de perdre. Je ne les vois pas sacrifier Micah Parsons. Mais bon. Non, moi je pense qu'ils vont garder Lamb et personne, c'est plutôt Dak qui va. Ouais, mais dans ce cas, ça veut dire que tu signes 2 joueurs. Genre, les 2 joueurs qui vont avoir les plus gros contrats hors quarterback de toute la ligue, ça va être des joueurs chez toi. Tu vas te retrouver dans une situation à la Chargers. Ouais, mais après, faut pas oublier que les Cowboys, quand ils avaient signé Tyron Smith, ils avaient fait un contrat sur 10 ans ou je sais pas quoi. En fait, l'argent, il était parti très loin, où à un moment donné, tu n'avais plus de garantie. Donc, en fait, ils vont faire des restructures année après année, puis l'argent, ils vont le pousser super loin. Non, je suis pas trop inquiet là-dessus. Mais par contre, ils perdent des millions et des millions pour rien, en fait, à attendre. Bon, bref, on va refermer cette page et on va se concentrer sur notre calendrier. Alors, l'année dernière, on a eu un calendrier assez dingue, hein, je vous rappelle pas, l'enchaînement Chiefs, Bills, etc. Et qu'on a d'ailleurs superbement géré. Et l'enchaînement qu'on n'a pas réussi à gérer, c'est Giants, Cardinals, Giants. Mais bon, bref, on va pas revenir là-dessus parce qu'on va pas s'énerver de bon matin. Donc, notre première semaine, elle est assez particulière. D'ailleurs, notez-le pour ne pas oublier. Ça va être dans la nuit du vendredi au samedi, puisque dans la nuit du jeudi au vendredi, on a donc Chiefs-Ravens, si je ne dis pas de bêtises. Et dans la nuit du vendredi au samedi, on aura donc Eagles-Packers au Brésil. Ce qui veut dire, mes chers amis, que on est eu, hein, puisque la dernière fois que les Eagles ont joué en Europe, c'était en 2018, qu'ils devaient revenir avant 2026, vu que je crois que c'est tous les 8 ans, et que du coup, maintenant, ils ont joué techniquement un match en dehors des États-Unis, donc ils n'auront aucune obligation de revenir en Europe. Voilà, bon, ça, c'était pour la bonne nouvelle. Donc voilà. Donc, messieurs, au niveau de ce calendrier, donc on commence par les Packers, théoriquement à domicile, du coup.
Puis, on joue le Monday Night contre Kirk Cousins en week 2, puisque ça, c'est ce qu'on fait toujours, hein, évidemment. Toujours à domicile, si je ne dis pas de Mais il bêtises. a repris l'entraînement, Cousins, après Oui, sa blessure? oui, il a été clear de hier, il a repris l'entraînement à 100%. Ok. Ensuite, on joue à l'extérieur Saints Buccaneers. On a la bye week dès la semaine 5. Browns à domicile, Giants à l'extérieur, Bengals à l'extérieur, Jaguars à domicile, Cowboys à l'extérieur, Washington Football Team ou Commanders comme vous voulez à domicile, les Rams à l'extérieur, les Ravens à l'extérieur, les Panthers à domicile, les Steelers à domicile, Washington à l'extérieur, les Cowboys à domicile et New York à domicile. Bon, mis à part qu'on finit par 3 matchs de division, comme toujours, François, on a quand même un calendrier qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus ouvert que l'année dernière. On rappelle d'ailleurs, si jamais, juste avant de te donner la parole, pardon, mais pour ceux qui ne suivent pas forcément la NFL depuis très longtemps, comment est fait le calendrier? Vous avez juste 6 matchs de division, donc de Washington, de New York, de Cowboys. Vous avez 4 matchs contre une division en NFC. Donc, nous, cette année, c'est la NFC South, ce qui explique notamment notre calendrier un peu plus facile. De l'autre côté, vous avez une division en AFC, qui est la AFC Nord. Donc, ça, par contre, c'est assez costaud. Vous avez également votre équivalent de division en NFC pour les 2 divisions que vous ne jouez pas. Donc, comme on a fini deuxième de NFC Est, ça veut dire qu'on affronte le deuxième de NFC Nord, donc les Packers, c'est aussi pour ça qu'on les a en week 1, et le deuxième de NFC West, donc les Rams. Et depuis quelques temps, on a un 17e match qui est un match de classement entre les 2 conférences. Et cette année, ce sont donc les Jaguars. Ouais, j'ai fait le tour, pardon, ça fait beaucoup d'infos d'un coup. Évidemment, vous pouvez retrouver le calendrier sur la vie. François, du coup, c'est théoriquement, on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus facile. Enfin, en tout cas, facile, non, c'est jamais facile en NFL, mais beaucoup plus jouable qu'on a pu avoir par le passé. Ouais, alors j'allais dire en plus équilibré aussi. Mhm. Alors il y a pas mal de matchs, j'allais dire, en faisant les pronos qui sont quand même un peu pile ou face, qui sont moins gros clash que l'année dernière. Alors le fait qu'on ait terminé deuxième de la division aide un peu, hein, parce que là où on se prend les Rams, les Cowboys se prennent les Niners. Donc, enfin voilà, ce type Et de là où match. on se prend les Packers, ils se prennent les Lions aussi. Voilà, exactement. Donc ça, enfin voilà, ça fait quand même 2 matchs importants, surtout que c'est 2 matchs, enfin, là où va se jouer la division potentiellement face aux Cowboys. Donc on a un vrai avantage. Et même en termes d'enchaînement, c'est plus équilibré. On n'a pas et on a moins de matchs du lundi qui s'enchaînent. Enfin voilà, on avait en plus l'année dernière un enchaînement de dates qui était assez foireux sur les déplacements. Et là, on n'a rien de tout ça. On a juste une bye qui arrive tôt. Voilà, j'allais dire le seul inconvénient du calendrier pour la gestion des joueurs. Mais sinon, que ce soit en termes de déplacement, de rencontres, c'est assez équilibré. Voilà, après, on sait ce que c'est qu'un calendrier NFL quand on en parle en juillet. On verra le niveau des équipes effectifs au cours de la saison. Mais c'est sûr que c'est infiniment moins mortel. Et notamment, tu l'as dit, parce qu'on rencontre la NFC South et que même s'il peut y avoir un peu de surprise sur ces 4 équipes, ça reste des matchs qui seront accessibles. Et un dernier point avant que Loïc nous partage, c'est aussi qu'en termes de jours supplémentaires par rapport aux équipes qu'on affronte, etc., donc la différence de jours de repos, donc de rest day, cette année, on est, je regarde, on est à plus 6, 26e sur 32, donc c'est une bonne nouvelle parce que plus vous êtes bas, plus vous êtes positif. Là où les Niners, quand même, sont à moins 22. Ce que je trouve absolument démentiel. Alors, je sais que les équipes de l'Ouest, par rapport aux équipes de l'Est, blablabla, mais enfin, ça reste absolument démentiel. Loïc, ton avis sur ce calendrier? Bon, voilà, comme ça, sur le papier, c'est la partie la plus dure, c'est l'enchaînement Rams-Ravens. Mhm. Mais après, en fait, ça dépend de ton niveau de jeu, quoi. On parle de quoi? Du niveau que tu as eu la première partie de saison l'an dernier ou en fin de saison l'année dernière? En fin de saison l'année dernière, on pouvait perdre contre n'importe qui. Donc,
Ah ben ça, de toute façon, ça sera l'enjeu de la peut-être. saison, c'est savoir si ce groupe a été réparé. Parce Bah que oui. si ce groupe n'a pas été réparé et dans le même état que la fin de saison dernière, bon, bah, il n'y aura rien à espérer de toute façon. Donc, sur le papier, on a un top 5 effectif. OK. Non, mais sur le papier, si tu regardes le calendrier, l'effectif, le niveau des coordinateurs que tu as pris, je pense que c'est pas fou de dire on peut gagner au moins 10 matchs, tu vois. C'est même Oui, oui, c'est même probable. c'est On va, même le on va en bas. parler, mais avec l'effectif, avec le renouvellement, on se doit de jouer la division. Et Oui, je mais ça. pense qu'elle est en plus, avec ce dont on vient de parler, que ce soit en termes de calendrier ou en termes de En plus, situation. la malédiction n'est pas chez nous cette année. Oui. Ouais, enfin, oui. Ouais, bon. Non, mais on se doit de jouer la division et je pense que voilà, si l'équipe fonctionne ne serait-ce qu'à 80-90% sur la saison régulière, je pense que la division, on peut l'avoir. Et la question, parce qu'on dit, voilà, qu'est-ce qu'on va être pour la saison, mais je pense que ça va être intéressant de suivre toute la saison. On a 2 nouveaux coordinateurs. Je serais très étonné que l'équipe marche à 100% sur le premier mois. Et l'avantage que je vois dans le calendrier, c'est qu'on démarre avec 4 matchs qui sont globalement accessibles, même si pas simples ou pas que simples, mais c'est des matchs où voilà, c'est pas c'est pas Ravens, Rams ou les Bengals ou les Steelers qu'on rencontre à d'autres moments de la saison qui peuvent, même si les Steelers ont des questions en quarterback, peuvent méchamment punir une équipe qui se cherche un peu. Ouais, après, les Packers, c'est pas non plus un. Enfin, faut pas oublier que les Packers C'est pas ont un très bien cadeau. fini la C'est saison, pas hein. un Moi, cadeau. Ouais. Non, c'est pas un cadeau, mais par contre, en plus, un match au Brésil, c'est un match pour moi qui est très pile ou face, quoi. Après, je pense que pour les organismes, c'est quand même beaucoup moins dur d'aller au Brésil qu'en Europe. Faut être honnête. Parce que Non, mais t'as pas de décalage horaire, c'est Certes. beaucoup moins long. et puis, Et, vaut mieux le faire dès le premier match de la saison, hein. Et vaut mieux le Franchement, faire dès le premier match de la saison. Ouais. et l'ambiance va être mortelle, hein. Pour le perso, ça m'arrive d'aller au Brésil pour le Au sens travail. propre ou figuré? Parce que ça peut être les deux au Brésil. Ah non, mais enfin, ils sont chauds comme la braise, hein. Au sens Il y propre a ou figuré? Ils sont chauds. Non, non, si vous ne le savez pas, il y a quand même une très forte communauté NFL au Brésil, plus que dans beaucoup de pays d'Europe. Et donc, ils attendent le match comme pas possible. Les ventes de billets sont parties en quelques secondes. Donc, ils ont contrôlé les reventes de billets pour éviter le trafic et tout. Mais moi, j'ai des amis qui sont fans de NFL, fans des Eagles, un autre fan des Packers que je connaissais. Et ça va être un match, je pense, avec une ambiance assez dingue, un peu comme les premiers matchs en Europe. Et donc, ça va être un match très particulier. Bah, Pour les deux équipes. comme le match, honnêtement, moi j'ai fait le premier match à Et- Munich. Exactement. D'ailleurs, on sait que les Allemands, pour mettre ambiance dans un stade, c'est autre chose qu'en tout cas la frange anglaise qui va voir la NFL. Mais ça, d'ailleurs, c'est un truc, je vais démystifier tout de suite et c'est peut-être un truc qui va choquer certains. Mais pour avoir fait le Super Bowl cette année dans le stade, même le Super Bowl en termes d'ambiance, ça sera jamais un tiers du quart d'un Boca Junior River Plate, d'un Palmeiras Flamengo, même en Grèce, en Serbie, en Hollande, ou ce que vous voulez. D'un France-Argentine en rugby à 7, quart de finale. Les mecs ne savent pas, les Américains ne savent pas ce que c'est une ambiance, une vraie ambiance de stade. Mais Moi, c'est pour ça que je suis curieux de voir ce que ça va donner ce match au Brésil. Je pense que ça va être démentiel. Voilà. Je pense que ça va être démentiel. Je pense vraiment que les Américains ne savent pas ce que c'est une ambiance de stade. Et pour le coup, ouais, moi j'en rigole un peu parce que c'est vrai que malgré tout, je suis désolé, mais tous les ans, on a des mecs qui meurent dans les stades en Argentine, au Brésil, machin. Alors, je sais qu'on n'est pas dans le contexte d'un River Boca Junior et que ça n'arrivera certainement pas. Je pense malgré tout qu'il y a des questions de sécurité, même si pas plus que tu peux avoir dans d'autres pays, hein, évidemment. On l'a vu en France que les questions de sécurité, c'est un enjeu aussi.
Mais voilà, comme il y a plus d'ambiance, comme il y a plus de passion, comme il y a plus de ça reste des matchs plus à risque. Mais je pense qu'en termes d'ambiance, honnêtement, j'aurais payé cher pour y aller. Je pense que ça va être dingue. Moi, j'avais regardé, hein, voilà, et c'est juste impossible d'avoir une place. Donc, Oui. j'avais réussi à coller ça avec un déplacement pro. Enfin voilà, c'est juste, je le dis parce que c'est le match d'entrée, c'est toujours un match important. Et je pense que du coup, ça va être un contexte très particulier qui rend le match très difficile à pronostiquer. Donc ne pariez pas sur le match d'un côté ou de l'autre. Voilà, le petit conseil. Mais oui, moi je pense que les Brésiliens vont pas être assez passionnés parce que c'est pas le club de leur ville. Mais par contre, je pense qu'ils savent mettre l'ambiance et que ça va être assez sympa. Je suis assez d'accord avec ça. Donc, on a fait un peu le tour là-dessus. Si on devait faire un petit pronostic là, faut se mouiller. Loïc, on gagne combien de matchs? Combien de matchs? On sent qu'il est. Il Attends, calcule. Allez, 12. 12. Ok. Combien de matchs on gagne, François? J'étais entre 11 et 12 et je pense que je vais dire 11 avec les petits faux pas de la saison avec des nouveaux coordinateurs. Victor, Je vais dire 11 on est plus négatif que moi, Victor. Et ben, 11 je vais dire 11 aussi. 11 Non, et la mais division. je vais dire 11 aussi, donc tu es l'homme le plus positif de cette équipe. Je suis le nouveau Greg HR. Oh, C'est ça. Greg est pas là, donc du coup, tu le remplaces. En remplaçant, je peux faire mon Greg juste pendant 30 secondes. Non, j'ai regardé le calendrier, je pense qu'on fait 15-2. Non, Greg, il m'a dit qu'on faisait 19-0. Voilà. Après, voilà. Bon, non, moi, il m'a dit 22-0. Il a dit après saison, on déglingue tout le monde aussi. 43-7. 43-7. 43-7 à Green Bay. Ça va être incroyable. Je peux vous dire, quand on va réussir 43-7, bon, bref. Non, mais 43-7 à la mi-temps en plus. Oui, bien sûr. Non, mais après, par contre, on n'a pas la malédiction contre nous. Hein. Moi, je suis désolé, mais c'est important. Hein. On rappelle quand même, parce que j'avais fait un tweet là-dessus, la dernière fois qu'une équipe a gagné 2 fois de suite sa division, les 7 hautes divisions réunies, ça va pas plus loin que 2020. Nous, ça fait quand même depuis 2004. C'est juste incroyable. Et franchement, l'année dernière, je me souviens avoir dit dans un podcast, là, c'est bon. Je sais plus, on devait être à 10-1. J'ai dit, là, c'est bon. On a brisé la malédiction. On va gagner la division. Bravo. Ça y est, on a trouvé pourquoi les Eagles sont collapsés. On avait une certitude à ce moment-là, quand même. C'est qu'on voilà. Oui. Donc, bon, bref. Et je pense vraiment, je pense vraiment qu'il y a un potentiel. Alors, je pense souvent, et ça arrive rarement, j'avoue, hein, mais je pense qu'il y a un potentiel d'explosion chez les Cowboys. Je pense que cette année, il y a un potentiel explosion. L'air de rien, leur effectif s'est appauvri en plus. Hein. Ils n'ont signé aucun. J'en parlais avec un très bon ami à moi qui est fan des Cowboys, Omar, si tu nous écoutes. Ils ont recruté aucun free agent, absolument aucun. Ils ont eu des départs. Ils ont une ligne offensive. Mais Jerry Jones a expliqué qu'ils étaient all-in. Ouais, mais ils ont une ligne offensive qui, pour la première fois depuis 10 ans, j'en sais rien, ne m'apporte aucune confiance, alors que c'est quand même censé être rôle. Ils ont un quarterback mécontent, un receveur mécontent, un edge mécontent. Ils ont leurs 3 meilleurs joueurs mécontents. Moi, je pense qu'il y a un potentiel d'explosion dans cette équipe. Parce qu'on parle des 3 joueurs dont on signait, c'est quand même globalement, quand tu regardes leur effectif, tu peux dire c'est globalement les 3 meilleurs joueurs. Les 3 meilleurs joueurs, ouais. Donc on va voir comment ils tiennent la saison. Hein, mais moi, je suis sur le même. Alors c'est toujours les Cowboys. C'est-à-dire, de toutes les façons, au pire, ils imploseront au playoff. Mais pour garder une bonne tradition. Mais oui, là, c'est pour ça que je dis que 11 victoires suffit pour la division, parce que eux, ils sont pas aidés par le contexte et ils sont pas aidés par le calendrier. Ils sont pas aidés par le calendrier, ouais, clairement. Je sais même pas qui ils affrontent, parce que du coup, nous, on avait Packers, eux, ils ont les Lions. Qui les vainqueurs AFC South? Les Texans. Les Texans. Du coup, c'est les Texans qui ont. Cette année, c'est solide. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, du coup, est-ce que tu préfères avoir Packers, Rams, Jaguars, ou est-ce que tu préfères avoir Lions, Niners, Texans?
bon, Qui je sont crois que la question, elle est vite répondue. trois Hein. candidats au final de conf, quoi. Ouais. Non, c'est clair. Quand je pense quand même au plaisir que j'ai pris du 40-0 qui sont pris par les Packers, vraiment la NFCS, je crois que ça a été le week-end le plus incroyable où les Eagles se sont consolés avec la défaite des Cowboys et les Cowboys se sont consolés avec la défaite des Eagles. Il y avait une sorte d'harmonie entre les équipes. On a cette solidarité de NFCS. Ah, c'est beau, hein, c'est beau. On tombe ensemble, quoi. On laisse pas un frère tomber tout seul. On se fait humilier le même week-end histoire de tomber ensemble. C'était quand même incroyable. Bref, d'autres choses où on est bon? Ben non, moi je pense qu'on est bon. On affinera un peu. On va suivre ce training camp. On a dit, on a quand même beaucoup de choses à voir. On n'en a pas parlé, hein, mais Hurts a quand même fait 2 excellentes premières journées. C'est bien de reparler de notre petit quarterback. Donc voilà, hein, ça va quand même, lui aussi, ça va quand même être une clé de la saison. Et apparemment, le receveur, j'y croyais plus, mais il semblerait que notre running back numéro 2, pour l'instant, c'est Kenneth Gainwell. Ouais. Je tiens à le dire. Voilà. Futur Hall of Famer, comme on sait. Non, mais du coup, les entraînements qui vont être les plus intéressants, ça va être les entraînements quand il y aura avec les autres équipes. Ouais. C'est toujours un peu plus intéressant que. Ouais, c'est sûr. Tant que c'est pas les Browns qui cassent tout le monde. Je sais pas avec qui on fait cette année, les Patriots, je crois. Ouais, les Patriots, ouais. Patriots. Ouais, on n'avait pas envie de prendre une bonne équipe, du coup, on a pris des Hoosiers. Mais je crois qu'il y en a qu'un, non? Le mec qui va se faire des amis. On n'en a qu'un, oui. Je suis quasiment sûr que c'est le cas. En effet. Ouais. Bah, Bon. écoute, on verra bien. On espère pas de blessure, pas de suspension, pas d'arrestation pour conduite en état d'ivresse, pas de. Bah, surtout qu'on a pris que des joueurs de Georgia. Alors bon, le potentiel conduite en état d'ivresse. Pas de grosses blessures, parce que pour l'instant, on a parlé d'Edgin, mais au moins, c'était une blessure de 3 semaines. Hein, donc, voilà. C'est-à-dire, si ça ne reste que ça, c'est pas si mal en training camp. Bah, écoutez, on va croiser les doigts. Merci à vous. Merci Victor. Merci à toi. Et puis du coup, on se retrouve probablement plutôt fin août, sauf si vous en faites un sans moi aussi, ce qui est possible. Mais je pense que tout le monde va commencer à partir en vacances. Exactement. Hein, on va pas se mentir. Donc, on se retrouve plutôt 3e, 4e semaine d'août. On va essayer du training camp. Exactement. On va essayer de gérer ça. Merci François. Merci Loïc. Merci à vous deux et go Birds. Go Birds. Merci à tous et passez une très bonne journée. Salut. Open with a throw and a pass picked off by Dawkins. Brian Dawkins with the interception. And Dawkins is down to